Les titres de l'actualité en Gambie, les biens de luxe de l'ancien président Yaya Jammeh, qu'il aurait acquis avec de l'argent de l'État, ont été mis en vente. Au Kenya, le lac Turkana a été ajouté à la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO lors d'une réunion annuelle à Bahreïn. Et puis, il a été procédé en Côte d'Ivoire au lancement du sommet Climate Change Afrique 2018 d'Abidjan, qui rassemble les acteurs non étatiques du climat en Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les deux tours de l'élection présidentielle malgache ont été fixés au 7 novembre prochain et au 19 novembre prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre Christian C, nommé en juin avec la mission de conduire le pays en douceur vers des élections. Cette décision vient mettre fin à des semaines de spéculation sur la date du scrutin sur fond de crise politique. Élu en 2013, le président Eri n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat cette année. En revanche, les anciens chefs de l'État Andry Rajoelina et son prédécesseur Marc Ravalomanana ont laissé entendre qu'ils se présenteraient. Le négociateur en chef du gouvernement sud-soudanais se dit confiant alors que le cessez-le-feu permanent décidé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar doit prendre effet dans 48 heures et ce, après 4 ans et demi de guerre. Cet accord a été scellé à l'issue d'un nouveau round de discussion entre les deux principaux protagonistes à Khartoum. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar ont convenu mercredi d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dès samedi. Un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par une guerre dévastatrice. Pour Riek Machar, le cessez-le-feu doit préluder à la fin du conflit. Même optimisme du côté du gouvernement sud-soudanais où le négociateur en chef se dit confiant. Nous croyons fermement que si le mécanisme de contrôle et de vérification du cessez-le-feu est mis en place et que ce mécanisme nous dit la vérité, est capable de blâmer le gouvernement si le gouvernement est responsable de la violation et de blâmer l'opposition si l'opposition est responsable de la violation, si nous avons ce genre de mécanisme qui présentera les faits dans leur réalité, alors cela permettra d'empêcher toute autre violation du cessez-le-feu permanent. Je suis optimiste quant à l'implication de Riek Machar dans cet accord de paix et l'implication de Omar el-Béchir. La déclaration de Machar selon laquelle il va mettre fin à cette guerre et l'engagement donné cette fois par Salva Kiir sans réserve sont des éléments qui me rendent optimiste. Car le dernier accord, Salva Kiir parlait de réserve, mais cette fois il n'y a pas de réserve. Il sent la souffrance de son peuple. Il va travailler à la mise en œuvre de cet accord. Plusieurs précédents accords de cessez-le-feu avaient déjà volé en éclats par le passé. Le dernier en date était intervenu en 2016. Selon la déclaration de Khartoum, les arrangements du cessez-le-feu prévoient notamment un désengagement militaire, un retrait de toutes les forces alliées, l'ouverture de couloirs humanitaires et la libération des prisonniers de guerre et des détenus politiques. L'accord permet également le déploiement de forces de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement pour superviser le cessez-le-feu. Un gouvernement de transition doit être formé en 120 jours et sera appelé à gérer le pays pendant une période de 36 mois. Les pourparlers de Khartoum entre les deux rivaux ont duré 3 jours. En Gambie, le gouvernement met en vente des biens que l'ancien président Yaya Jammeh n'a pas pu emporter en exil en Guinée équatoriale. Les autorités gambiennes espèrent récolter de la vente quelques 10 millions de dollars, soit 8,5 millions d'euros. La vente des biens de l'ancien président gambien Yaya Jammeh concerne pour l'instant une trentaine de voitures de luxe ainsi que plusieurs avions que l'ancien leader, au pouvoir durant 22 ans, aurait acquis avec de l'argent de l'État. Ils sont mis en vente en même temps que 4 terrains non bâtis situés dans le secteur le plus coté du pays. Du bétail qui se trouvait sur ces fermes a déjà été vendu en début d'année.
Avec le gouvernement, nous travaillons actuellement sur la création d'un portail Internet où tous ces biens seront postés et toutes les informations concernant ces biens, que ce soit les voitures ou les avions, seront disponibles pour que le public y ait accès. Il y a un compte pour le recouvrement des avoirs qui a été ouvert à la Banque centrale. Donc l'argent de tous les biens vendus ira sur ce compte. Maintenant, la façon dont ces fonds seront utilisés dépend du gouvernement. Ils pourraient être utilisés pour compléter le budget. Nous avons pris la mesure de précaution de vendre ces voitures et ces avions pour empêcher qu'ils ne se détériorent davantage, car ils n'auraient plus aucune valeur pour le gouvernement. Si Jammeh veut revendiquer un titre de propriété, il devrait se manifester avec cette requête. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons que ces voitures, ces biens, ont été acquis avec de l'argent public. Ils appartiennent à juste titre à l'État. Lors d'une conférence internationale sur la Gambie en mai dernier à Bruxelles, le président Adama Barrow a dit avoir trouvé une économie sinistrée, dénonçant le pillage des maigres ressources étatiques par son prédécesseur. Selon son directeur financier, Yahya Jammeh avait acheté les avions grâce à des prêts consentis par la Social Security and Housing Finance Corporation, une institution publique en principe chargée d'administrer des fonds destinés au financement de la sécurité sociale, des maladies professionnelles et à la construction de logements. Incendie meurtrier dans la nuit de mercredi à jeudi au Kenya. 15 personnes ont perdu la vie et plus de 70 autres ont été blessées dans ce drame survenu dans le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale Nairobi. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans un dépôt de bois du populaire marché de Gikomba dans l'est de Nairobi. L'incendie a détruit d'innombrables étals faits de bois et de bâches en plastique et les autorités avaient des difficultés jeudi à contenir leurs propriétaires. Une quinzaine de pertes en vies humaines sont déplorées alors que plus de 70 personnes étaient par ailleurs soignées, principalement à l'hôpital Kenyatta. Nous sommes dégoûtés par ce que le gouvernement essaie de faire. Les mines de charbon de Kitui et l'usine de charbon à Lamu. Nous savons grâce à nos recherches et notre expérience d'autres endroits du monde que ce genre de projet apporte de la souffrance. Nous avons été vraiment blessés par cela, car chaque année, nous subissons des pertes à cause d'incendies et nous ne pouvons pas dire si c'est criminel ou si c'est dû à une panne électrique. Depuis 2010, nous subissons beaucoup de feux et à chaque fois, on nous dit qu'il y aura des enquêtes. Aujourd'hui, par exemple, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est de l'enquête de l'année dernière. Nous savons aussi que le directeur de cabinet de l'Intérieur a ordonné un rapport sur le feu de l'école de Moi et nous n'avons pas de nouvelles. La question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ordonne des enquêtes et nous n'en connaissons pas le résultat et il y a toujours des morts. Parmi les victimes, figurent au moins 4 enfants. Les services de secours continuaient leurs recherches jeudi. De nombreux pompiers ainsi que l'armée kenyane ont été dépêchés sur les lieux, notamment pour récupérer 9 corps se trouvant dans un bâtiment jouxtant le marché et vers lequel s'est propagé l'incendie. Le marché de Gikomba, connu notamment pour la vente de vêtements et chaussures de seconde main, a subi plusieurs incendies ces dernières années. En octobre 2017, le feu avait détruit une grande partie du même marché. On reste au Kenya où le lac Turkana, plus grand lac désertique au monde, est considéré comme un des berceaux de l'humanité, a été placé ce jeudi par l'UNESCO sur la liste du patrimoine en péril car menacé par un barrage hydroélectrique et des projets d'irrigation éthiopiens. Mais cette décision est jugée insuffisante par Richard Liké qui demande à l'UNESCO de faire plus pour protéger le lac Turkana. Selon le célèbre paléoanthropologue, l'UNESCO n'a jamais rien fait pour éveiller les préoccupations internationales. On le suit. L'UNESCO l'a déclaré au site du patrimoine mondial il y a de nombreuses années.
La situation au Turkana n'a cessé d'empirer. L'UNESCO n'a jamais rien fait pour réveiller les préoccupations internationales, à peine envoyé des groupes de chercheurs pour étudier la situation. L'Afrique n'est pas ce qu'elle était il y a 5 millions d'années et en perdre toute trace, je pense, est extrêmement irresponsable à notre époque et je pense que l'UNESCO devrait faire plus de bruit que de la mettre sur une pauvre liste. L'utilisation de pesticides, d'herbicides et d'engrais pour le coton et la canne à sucre que le gouvernement éthiopien applique massivement pour irriguer sous le barrage fera du lac Turkana la prochaine mer d'Aral. Et la mer d'Aral, pour ceux qui ne la connaissent pas, est un immense lac en Europe centrale et en Russie. Il a été totalement détruit par les mêmes raisons. Ce sera la deuxième mer d'Aral et cela se passe dans le temps d'une vie. Le lac Turkana devrait être une voie d'eau internationale et de un, nous ne devrions pas perdre une zone qui se trouve principalement au Kenya. Deuxièmement, nous ne devrions pas perdre une zone unique en termes de biodiversité qu'aucune autre partie du Kenya n'a. Troisièmement, il ne s'agit pas d'un site du patrimoine naturel avec des preuves de la préhistoire, pas seulement de l'ascendance de l'humanité, mais de l'ascendance de la faune africaine qui y est mieux représentée que partout dans le monde. Et puis, je le disais en titre, le sommet Climate Change Afrique 2018 d'Abidjan, qui rassemble les acteurs non étatiques du climat en Afrique, a été lancé en Côte d'Ivoire. Pour plus de précision, je vous propose de suivre respectivement le président de l'association Climate Change Afrique 2018 et le ministre ivoirien en charge de l'environnement. Abidjan est un point de départ extrêmement ambitieux pour renforcer l'action sur le continent africain à partir des propositions des acteurs africains. Si toutes nos sociétés, partout dans le monde, ne font pas leur part dans la lutte contre le dérèglement climatique, alors aucune de ces sociétés, qu'elles soient africaines, européennes ou d'ailleurs, n'y survivront. Le potentiel africain est tel que si les modèles de développement qui nous ont conduits dans l'impasse, mis notre planète en danger, sont reproduits ici, alors nous savons l'inéluctable de la catastrophe climatique. Nous l'avons connu ici même à Abidjan il y a encore quelques jours. Les sociétés africaines seront les premières victimes de ce dérèglement. Il nous faut donc être cohérents sur l'ensemble de la planète. L'efficacité de la lutte contre les changements climatiques commande une synergie d'action avec plus de responsabilité et de solidarité à tous les niveaux de gouvernance. C'est donc un impératif pour nous tous de renforcer les initiatives ambitieuses qui intègrent tous les acteurs de développement pour mieux faire face aux menaces liées au changement climatique. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.